n'allons pas en Chine, où l'activité manufacturière s'est contractée en février pour le 5e mois consécutif, selon une enquête officielle publiée cette nuit. Publication qui met la pression sur Pékin alors que doit s'ouvrir début mars la session annuelle du Parlement, qui est simplement une chambre d'enregistrement. Donc la pression est mise sur Pékin pour que les autorités locales accentuent le soutien leur soutien à l'économie locale à travers des plans de relance plus conséquents. Toujours est-il que l'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier, établi par le Bureau national des statistiques, est tombé à 40 février contre 49,2 en janvier, avec une baisse importante de la composante production. Je vous rappelle, à toute fin utile, que le niveau de 50 est déterminant et la zone pivot, puisqu'au-delà de 50, l'économie est considérée en expansion, alors qu'en deçà de 50, l'économie est considérée en décroissance. Des facteurs saisonniers expliquent en partie cette situation, puisque les usines du pays ont fermé pour les festivités du Nouvel An, mais des facteurs plus structurels sont en cause, comme la faiblesse de la demande locale et une faible demande à l'exportation. En Europe, il est temps désormais de dresser un premier bilan de la saison des résultats 2023 et selon les experts des marchés financiers, le bloc européen va à l'encontre de réelles difficultés puisqu'en effet, selon des analyses financières, environ la moitié des entreprises européennes n'a pas répondu aux attentes du consensus en matière de résultats lors de la dernière saison de publication et ce malgré des perspectives de résultats régulièrement revues à la baisse pour des derniers mois. Or, selon ces mêmes experts, l'environnement actuel de taux élevés ne devrait pas permettre à la zone euro de sortir de la crise dans laquelle elle est en train de se débattre. Dans le détail, maintenant, au 29 février dernier, sur 313 entreprises ayant publié leurs états financiers, 50,2% ont battu le consensus selon des données FactSet. Or, il s'agit là du plus faible pourcentage de hausse et donc de la pire saison de résultats depuis le premier trimestre 2020. En ce qui concerne la répartition sectorielle, les matériaux de base, la consommation discrétionnaire et la santé figurent parmi les secteurs les moins performants, parmi les secteurs qui ont moins performé au cours des 3 derniers mois de 2023. À l'inverse, et inévitablement, le secteur de la tech fait partie des secteurs qui ont surperformé au T4, tout comme les utilities. Et les raisons sont nombreuses, mais bien connues désormais de tous. Les contre-coups de la guerre en Ukraine, la crise énergétique, un environnement macro plus faible en Europe, avec une croissance proche de zéro au 3e et 4e trimestre et une exposition importante à la Chine pour certaines entreprises. Et quid de la suite pour 2024 ? Eh bien, il est possible, pour les analystes financiers interrogés, que les bénéfices des entreprises européennes continuent à être mis sous pression, et ce pour les mêmes raisons, à savoir un ralentissement de la croissance et le manque de soutien de la politique monétaire, ajouté à une faiblesse de la demande intérieure. Mais des divergences devraient tout de même subsister entre les entreprises exposées aux consommateurs américains ou aux marchés émergents à croissance rapide plus positive et à celles dont les revenus sont moins diversifiés géographiquement, sous-entendu les PME. Alors que le président russe Vladimir Poutine a publiquement laissé entendre ces dernières semaines qu'il serait ouvert à des discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine aux conditions de Moscou, nous avons appris qu'un traité de paix a été rédigé en avril 2022 par les négociateurs russes et ukrainiens lors de pourparlers à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, dont tout le monde se souvient. Dans les grandes lignes, le document, daté du 15 avril 2022, décrit comment les négociateurs des deux camps ont cherché à mettre fin au combat en acceptant de faire de l'Ukraine un État neutre. Le projet de traité stipule que l'Ukraine, bien qu'elle soit autorisée à devenir membre de l'Union européenne, ne serait pas autorisée à rejoindre des alliances militaires, et on pense évidemment en sous-jacent à l'OTAN. Militairement, la Russie a cherché à tout limiter, du nombre de soldats et de chars à la portée maximale de tir des missiles ukrainiens. La péninsule de Crimée serait restée sous l'influence de Moscou et n'aurait pas été considérée comme neutre. Moscou a également fait pression pour que la langue russe fonctionne sur un pied d'égalité avec l'ukrainien au sein du gouvernement et des administrations et des tribunaux, une clause que Kiev n'avait pas approuvée selon le projet analysé par les médias. Enfin, ce texte aurait dû être garanti par des puissances étrangères, parmi lesquelles figurent les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie, pays qui auraient eu la responsabilité de défendre la neutralité de l'Ukraine en cas de violation du traité.
Et nous pouvons parler de soulagement sur les marchés financiers hier, après la publication des chiffres sur l'inflation aux États-Unis, qui ont montré qu'elle a évolué conformément aux attentes des économistes au cours du mois de janvier. Mesure clé de l'inflation observée de très près par la Réserve fédérale américaine, l'indice des dépenses de consommation des ménages américains, ou PCE Index, a augmenté de 2,4% en janvier en rythme annuel contre un consensus de 2,4% et 2,6% pour la donnée de décembre. En version core, c'est-à-dire dépouillée de ces facteurs les plus volatiles, eh bien, ce même indice a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre un consensus de 2,8% et une progression de 2,9% en décembre. Toujours aux États-Unis, le rapport du Bureau of Economic Analysis publié, toujours aux États-Unis, le Bureau of Economic Analysis a également publié hier une étude montrant que les consommateurs américains continuent de puiser dans leurs économies, et ce, quand bien même les prix restent élevés. Le taux d'épargne personnelle était de 3,8% sur le mois, légèrement supérieur à celui de décembre, mais en baisse d'un point de pourcentage par rapport à son niveau de juin 2023. Enfin, au chapitre micro, vous n'avez pas pu louper hier le rachat des actifs de Bolloré Logistique par l'armateur français CMA-CGM. Un deal à 4,85 milliards d'euros qui va permettre au groupe marseillais de devenir le 5e logisticien mondial. Grâce à cette acquisition, le chiffre d'affaires de la division logistique devrait représenter à l'avenir 40% de celui de CMA-CGM avec 21,5 milliards de dollars. Je vous rappelle les chiffres de Bolloré Logistique pour l'exercice 2022, des chiffres impressionnants puisque le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros et dispose d'une capacité d'entreposage de près d'1 million de mètres carrés, 900 000 mètres carrés exactement. En 2022, le Bolloré Logistique a transporté 710 000 équivalents 20 pieds. Équivalent 20 pieds, c'est l'unité de référence du secteur de fret maritime et 390 000 tonnes de fret aérien. Quant à Bolloré, après la vente de ses terminaux africains en 2022 au transporteur maritime italo-russe MSC, le groupe confirme par cette vente son repositionnement stratégique sur les médias. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursière de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont, comme la séance de la veille, clôturé en ordre dispersé. Une journée marquée sous le sceau de l'inflation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, une hausse des prix conforme aux attentes du consensus, que ce soit en France. Et la hausse des prix a été conforme aux attentes du consensus, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Si l'on s'attarde sur les principales places boursières européennes, Londres et Francfort ont clôturé dans le vert. Seul Paris a fini la journée dans le rouge sur fond de prise de bénéfices opportunistes après que l'indice a atteint un nouveau record en séance à 7 977 points. Le FTSE et le DAX ont respectivement gagné 0,07 et 0,44% à 7 630 et 17 678 points. Le CAC a lui cédé 0,34% à 7 927 points. À Wall Street, avant d'évoquer les performances des principaux indices actions américains, notons que sur fond d'optimisme des investisseurs à l'endroit de l'intelligence artificielle, le Nasdaq a clôturé hier à un nouveau plus haut absolu à 16 091 points, battant son record du 19 novembre 2021 à 16 057 points. Au-delà de ces données et de cet optimisme autour de l'IA, ce sont les données sur l'inflation et les commentaires des responsables de la Réserve américaine qui ont redonné du baume au cœur, des investisseurs. Le Dow Jones a gagné 0,12% à 38 996 points. Le S&P 500 a gagné 0,52% à 5 096 points. Enfin, comme nous l'avons vu il y a un instant, le Nasdaq a lui pris 0,9% à 16 091 points. En France, le SBF 120 et le CAC Mid Small ont respectivement perdu 0,33 et 0,41%. Sur fond d'achat opportuniste, Orpea a fini en tête du SBF 120 grâce à un gain de 15,18%, mais elle reste la valeur toujours bloquée à 1 centime d'euro. À l'inverse, EuroAPI a fini bon dernier de son indice de référence après avoir dévoilé des comptes annuels 2023 décevants et des guidance 2024 timorés. Le titre de la filiale de Sanofi, l'ancienne filiale à 100%, mais qui est toujours une filiale de Sanofi, a plongé de plus de 43% à 3,85 €. Clariane s'est distingué à la hausse sur le CAC Mid Small après avoir publié des résultats positifs en 2023, ainsi que la cession de ses activités britanniques. Le titre s'est adjugé près de 12% à 1,98 €. À l'inverse,
City s'est pris les pieds dans le tapis hier. Le titre du promoteur immobilier a cédé plus de 20% à la clôture à 10,61 €. Le titre, le groupe est sanctionné par les investisseurs après qu'il a annoncé un plan social et le gel des dividendes. Sur le Forex, les cambistes ajustent leur stratégie à mesure que les indicateurs d'inflation pointent vers les 2% et que les anticipations de pivot se précisent. Inévitablement, le rythme est plus rapide du côté des États-Unis, le rythme est plus rapide, le rythme du resserrement monétaire est plus rapide outre-Atlantique, ce qui favorise inévitablement le dollar. Hier, le dollar index a pris 0,1% face à un panier de devises. Quant à l'euro, il a reculé de 0,26% à 1,0808 $. Sur le marché des taux souverains, les anticipations des financiers rattrapant enfin la réalité de la dynamique de prix et de l'environnement macroéconomique, eh bien les rendements se détendent. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé un peu plus de 5,5 points de base à 2,406%, tandis que celui du Bund à 2 ans s'est délesté de près de 4 points de base à 2,82%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du trésorerie à 10 ans reculait de 4,2 points de base à 4,2325%, contre près de 3 points de base pour le taux à 2 ans à 4,6208%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont continué de lâcher du lest hier, les opérateurs toujours inquiets à l'endroit de la croissance mondiale, notamment en anticipation de la publication de l'indice PMI en Chine aujourd'hui. Bref, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a fini un peu en deçà des zéros, mais quand même en deçà, puisqu'il a cédé 0,07% à 83,62 $. Quant au baril de WTI pour livraison, toujours avril, il a lui cédé 0,35% à 78,26 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 1er mars et juste après, nous retrouverons comme promis et comme vous en avez l'habitude, Antoine Quesada qui va commenter pour nous les premières minutes de cotation à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.